Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Plateforme Santé. Alors nous allons parler aujourd'hui d'une maladie qui fait peur, c'est la maladie d'Alzheimer qui touche aujourd'hui en France environ 800 000 personnes, même si 50% seulement d'entre elles sont diagnostiquées et 30% traitées. L'espérance de vie qui augmente et qui a même doublé depuis un siècle tend à laisser penser qu'il va même s'accroître ce chiffre des malades atteints d'Alzheimer. Alors, pour nous en parler, pour faire un bilan et surtout parler prévention aujourd'hui, nous accueillons le docteur Emmanuel Elie. Bonjour Elie, vous êtes neurologue. Oui, bien sûr. Pour parler de la maladie d'Alzheimer, il vaut mieux. Vous exercez dans... Au centre hospitalier de la Côte Basque. À Bayonne. À Bayonne, oui. D'accord. Quels sont, à votre avis, les grands messages à faire passer à propos de cette... Je crois qu'il y en a beaucoup. Je crois que le premier d'entre eux, c'est de bien dire que c'est une maladie. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, et encore maintenant pour un certain nombre de personnes dans la population générale, le vieillissement cérébral, c'est une chose normale. Le vieillissement, certes, mais il y a un vieillissement pathologique, et lorsque ce vieillissement interfère avec les capacités intellectuelles du sujet âgé, car ça touche souvent, mais pas constamment, on va le voir, des sujets âgés, ça devient une maladie. Donc c'est pas une maladie du vieillissement, c'est une pathologie dégénérative des cellules, enfin du cerveau. Oui, c'est exactement ça. C'est une maladie du vieillissement au sens où ça touche plus fréquemment les personnes âgées. L'incidence de la maladie est assez faible chez les sujets jeunes, puisqu'elle touche moins de 3% de la population avant 65 ans, mais l'incidence de la maladie atteint plus de 40% au-delà de 90 ans, et sans doute près de 50% c'est une maladie au-delà de 95 ans. C'est de la sémantique, mais c'est une maladie de la vieillesse qui atteint le sujet vieux, mais c'est pas une maladie du vieillissement en sens où c'est pas le vieillissement qui produit la maladie d'Alzheimer. Tout à fait, ça n'est pas parce qu'on vieillit qu'on va forcément développer une maladie d'Alzheimer, même s'il est exact que le risque de la développer croît de façon extrêmement importante lorsqu'on atteint les âges les plus avancés de la vie. Mais c'est une véritable maladie, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose qui va se manifester par quelques troubles, c'est une maladie qui va toucher un ensemble de fonctions, que ce soit les fonctions de mémoire, les fonctions mnésiques, c'est le signe entre guillemets le plus caractéristique, c'est celui que les gens connaissent le plus, c'est la perte de mémoire. C'est ce qui fait un petit peu peur, parce qu'on a tous des pertes de mémoire à partir d'un certain âge. Quand on a passé 40 ans, la perte de mémoire, c'est quelque chose de tout à fait banal. Si on perd nos fiches, on est perdu. Là où ça devient une maladie, c'est lorsque cette perte de mémoire s'associe à une altération d'autres fonctions, que ce soit des fonctions de langage, que ce soit des fonctions de compréhension, des fonctions d'utilisation des objets, qu'on appelle les fonctions praxiques ou les fonctions gnosiques, de reconnaissance d'un certain nombre de choses. Là, ça devient une maladie et elle a des conséquences importantes dans la vie quotidienne. En pratique, donc la perte de mémoire, les fonctions de langage, c'est des difficultés à s'exprimer, c'est ça? C'est des difficultés à trouver les mots. Alors vous savez, on a là aussi presque tous des difficultés à trouver les noms propres. Vous savez, il est souvent difficile de se rappeler comment s'appelle-t-il, un tel, etc. Je le connais, mais je ne peux pas mettre de nom sur son visage. Ça, c'est assez banal. Par contre, lorsqu'on commence à avoir des difficultés à se rappeler des noms communs, de la façon de désigner un couteau, une fourchette, une table, là, par contre, c'est très vraisemblablement une altération organique des capacités de langage. D'accord, donc là, il y a une différence à faire. Le fait de plus se rappeler tel comédien, mais comment il s'appelle celui-là, bon, ça, c'est finalement Là, c'est assez banal. C'est assez banal. En revanche, si je ne sais plus... là, il y a un souci. Là, c'est autre chose. Là, c'est plus sérieux, oui. D'accord. Et vous disiez aussi des difficultés à utiliser les objets, c'est quoi, le téléphone, des choses pratiques? Oui, exactement. Parmi les tests de dépistage de cette maladie, il y a un test qui vise à apprécier les activités de la vie courante. Et dans ces activités de la vie courante, eh bien, il y a le fait d'utiliser le téléphone, il y a le fait d'utiliser les transports en commun, il y a le fait de savoir gérer son budget. Tous ces éléments-là témoignent en fait du retentissement de la maladie dans la vie quotidienne, et ce sont ces difficultés dans la vie quotidienne qu'on essaye souvent d'apprécier, pas tellement en posant la question au patient lui-même, car il n'en est pas toujours conscient, mais souvent à son entourage. Et là, c'est la famille qui, effectivement, souvent est un petit peu alertée par un comportement inhabituel ou par une incapacité à faire quelque chose qu'auparavant, le patient ou la patiente faisait tout à fait normalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut justement conseiller à ces familles? Je crois que dans la maladie d'Alzheimer, pour un malade, il y a 3 personnes de l'entourage qui sont concernées, donc c'est vraiment beaucoup de personnes qui ont besoin de ces informations-là. Donc, les signes précurseurs pour le dépistage, aller voir un neurologue, ou quels sont les types de... Parce qu'il y a des tests génétiques aussi qu'on peut faire. Comment ça se passe? Alors, je crois que là, c'est une question très vaste. C'est très vaste. Alors, le dépistage de la maladie d'Alzheimer en lui-même,
C'est quelque chose qu'on sait mieux faire maintenant qu'auparavant, et heureusement, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de tests qui nous permettent de dire formellement à l'heure actuelle que c'est une maladie d'Alzheimer. Le diagnostic, il reste clinique Oui, le diagnostic, il reste avant tout clinique. C'est-à-dire que ça, c'est une chose qui est un peu difficile à admettre. Ça veut dire que l'observation des symptômes qui se manifestent. À ce propos, dans les signes d'alerte, il y a aussi, je crois, je parle sous votre contrôle, des troubles du comportement et de l'humeur. Alors, les troubles de l'humeur sont assez habituels. On peut avoir des réactions dépressives. C'est vrai que classiquement, on dit que lorsque une dépression touche un sujet âgé a priori sans raison, il faut s'en méfier comme pouvant être un signe avant-coureur de cette maladie. Lorsque une irritabilité anormale se manifeste, ça peut aussi témoigner d'une altération du fonctionnement intellectuel. Ce qui est important, c'est la rupture par rapport à un fonctionnement antérieur. Quand l'entourage finalement ne reconnaît plus l'individu qu'il est en face de lui. C'est plus le même, quoi. C'est ça. Exactement. C'est ça qui alerte. C'est souvent ce qui est dit. Alors, pour revenir à ce qui est du diagnostic, il faut comprendre que les examens qu'on peut être amené à réaliser, que ce soit des prises de sang, que ce soit un scanner ou mieux une imagerie par résonance magnétique, ce sont des examens qui ne permettent pas de dire que c'est une maladie d'Alzheimer, mais qui permettent le plus souvent de trouver d'autres causes qui peuvent entraîner éventuellement un déclin des fonctions intellectuelles. Mais le plus souvent, le bilan est négatif. Et il faut réaliser à ce moment-là des tests neuropsychologiques, il faut réaliser une observation clinique attentive pour apprécier les diverses fonctions du langage, des praxies, de la mémoire, les choses dont on parlait, l'utilisation des objets. Tout ça nécessite un bilan qui est parfois un peu long à réaliser, un peu sophistiqué et qui nécessite l'adhésion aussi du malade. Et l'adhésion du malade, qui parce n'est que pas si facile à obtenir. Long, parce qu'il faut un petit peu de temps et qu'il faut que ce soit dans un environnement qui soit assez sécurisant. Est-ce que c'est ce qui explique finalement le trop peu de malades diagnostiqués ? Je crois que ça n'explique pas tout. Je crois qu'effectivement, c'est souvent un petit peu difficile de faire le diagnostic au début de la maladie. Il faut aussi comprendre que dans la mesure où on s'occupe davantage de ces problèmes-là qu'auparavant, on commence aussi à trouver un certain nombre de patients qui ont un petit trouble de mémoire qui est isolé, qui est réel, qu'on met en évidence par nos tests, mais qui n'ont pas, au sens strict du terme, une maladie d'Alzheimer. Et tout le problème, c'est de savoir si ces patients-là vont un jour développer une maladie d'Alzheimer, et on ne le sait pas. Il est vraisemblable que dans les années qui viennent, on va démembrer tout ça et on saura un petit peu plus lesquels sont à risque de développer la maladie et lesquels ne le sont pas. On n'a pas de test, ni de test, ni de profil prédisposé. Alors, on a des éléments prédictifs qui peuvent nous faire craindre que chez certains patients, il y ait un risque de développer la maladie qui soit élevé au cours des années qui suivent. Mais je crois qu'il faut se garder aussi de trop alarmer et de trop médicaliser à des stades très précoces, parce qu'évidemment, on n'est pas actuellement dans une dynamique de prévention véritable de la maladie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout à fait la prévenir, et même au stade les plus précoces, il est souvent très difficile de savoir si les traitements se justifient à des stades précoces ou pas. Pour l'instant, on ne le sait pas. On peut le supposer, mais on ne le sait pas. Donc je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre un diagnostic précoce qui est utile pour mettre en place un certain nombre d'aides, débuter des traitements médicamenteux qui sont efficaces, et puis le risque d'alarmer trop tôt un certain nombre de patients qui n'ont certainement pas, en fait, les signes avant-coureurs de cette maladie. Alors, comme notre credo ici, c'est la prévention, est-ce qu'on peut dire aux gens qui veulent faire bien pour se prémunir de cette maladie-là que l'activité, notamment intellectuelle, physique, est bonne pour se préserver ? Ça, c'est une vraie difficulté. Je crois qu'on a un certain nombre de données à notre disposition. Certaines sont très fiables, d'autres le sont un peu moins. On aimerait pouvoir dire aux gens, écoutez, faites des mots croisés tous les jours et vous n'aurez jamais la maladie d'Alzheimer. En fait, c'est pas vrai du tout. Je crois que ce qui est important, il faut expliquer aux gens que ce qui est sans doute, ce qui peut peut-être prévenir la survenue d'une maladie d'Alzheimer, c'est de conserver des activités sociales. C'est-à-dire, c'est de rencontrer des gens et c'est de conserver des activités ludiques. Ces deux éléments d'interaction avec l'environnement, avec des personnes nouvelles et la dimension ludique sont extrêmement importants. Quelqu'un qui n'a jamais fait de mots croisés de sa vie ou qui n'a jamais aimé lire, on ne va pas, pour essayer de prévenir cette maladie, l'obliger à lire 3 livres par jour ou à apprendre par cœur l'annuaire du téléphone à l'âge de 70 ans. Ce serait absurde et ça ne sert à rien. Et on voit parfois dans certaines familles ce souhait qu'un entourage d'essayer de stimuler sur le plan intellectuel un patient ou une patiente qui a peut-être déjà un déclin cognitif. Ça ne marchera pas. Par contre, il faut absolument essayer de maintenir... Cette stimulation est bonne, mais il faut la faire adapter à l'individu qu'on a en face de nous. Et il faut que ça conserve un
caractère ludique, si ça prend un caractère contraignant, un caractère astreignant, pénible, difficile, il ne faut absolument pas le faire. Et il faut éviter de mettre surtout le sujet en position d'échec permanent, car quand on a des problèmes de mémoire, eh bien c'est justement difficile de se rappeler. Et si on fait des exercices et qu'on est confronté perpétuellement à ces échecs ou à ces insuffisances, c'est extrêmement traumatisant et il faut éviter de le faire.